Sous les ors d'une salle de concert, le public se presse de prendre place, tandis que sur scène, les musiciens s'affairent. Au bruit des strapontins qui s'abaissent, se mêle le son des instruments qui s'accordent. La lumière s'incline enfin, et le silence prend la main. Les premières notes s'élèvent, douces d'abord, presque légères. Mais voilà que le même thème obstiné revient sans cesse résonner. Une fois, deux fois, toujours identique, l'étonnement gagne les rangs, l'impatience cède à la curiosité. Puis soudain, une nuance, un crescendo plein d'élégance. Et de cet écho monotone, Ravel fait naître le boléro. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs, l'affaire qui nous retient aujourd'hui vous conduira aussi à introduire de la variation dans une dissonante répétition. Quittons un instant la salle de concert pour le pays des pommiers, ou plutôt celui des tilleuls, car c'est à la suite de l'abattage d'une centaine d'entre eux qu'un particulier et une association locale ont demandé réparation. Ni la commune, ni le tribunal administratif de Caen, ni la cour administrative d'appel de Nantes n'ont entendu faire droit à leur demande. Mais par une décision du 22 septembre 2022, vous avez annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et renvoyé l'affaire à cette même cour. Cette annulation, comme un voyage dans le temps, a replacé les parties dans la situation qui était la leur avant l'arrêt censuré. Tout semblait pouvoir recommencer. Une nouvelle audience, une nouvelle écoute, peut-être même une nouvelle issue à leur litige. Mais devant la cour de renvoi, les parties retrouvèrent une voix familière. Le rapporteur public appelé à conclure devant la cour administrative d'appel de Nantes était celui qui avait exercé les mêmes fonctions devant le tribunal administratif de Caen. Le pourvoi dont vous êtes saisi, contre la cour ainsi composée, soulève une interrogation essentielle. Le fait, pour un rapporteur public, d'avoir conclu dans une même affaire, d'abord devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d'appel, entache-t-il l'arrêt d'irrégularité ? Vous répondrez par l'affirmative. Pour répondre à cette question, il vous faudra observer la place singulière du rapporteur public à la lumière du double regard du juge d'appel. D'une part, le juge d'appel est juge du jugement. Il en sonde la régularité, en éprouve les fondations. Or, le rapporteur public n'est pas étranger à cet ouvrage. Il participe activement à son élaboration. L'irrégularité est évidente. Celui qui fut compositeur ne saurait ensuite se faire critique. C'est le double jeu du mélomane en premier lieu. D'autre part, le juge d'appel est juge du litige. Par l'effet dévolutif, il rejoue la partition. Et là encore, l'irrégularité s'invite. Comment la même voix, ayant pris position sur le litige, pourrait-elle reprendre place au sein de l'orchestre sans altérer l'harmonie ? Apparaissent alors les dissonances de la reprise en second lieu. Le double jeu du mélomane. L'irrégularité de la procédure qui vous est soumise tient à ce changement de rôle dans la partition juridictionnelle. Celui qui fut l'évident compositeur, d'une part, ne saurait endosser les habits de l'impossible critique, d'autre part. L'évident compositeur. Ni parti au litige, ni ministère public, ni juge délibérant, il avance pourtant au cœur du prétoire. Âgé de près de 200 ans, connu sous différentes dénominations, celui que l'on présente comme l'une des meilleures traditions du droit français exerce une mission bien singulière. Le rapporteur public expose publiquement, en toute indépendance, son opinion sur les questions que soulèvent les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. Mais ne nous y trompons pas. Sous l'apparente discrétion de cette fonction se cache une influence décisive. Vous l'avez vous-même affirmé dans votre décision esclatine. Le rapporteur public est un membre de la juridiction, il participe à la fonction de juger. Et c'est là que réside l'essentiel. Avant même l'audience, dans les rouages de l'instruction, le rapporteur public, en dialogue permanent avec les autres magistrats, participe activement à l'élaboration de la décision. À l'instar des autres magistrats, il étudie le dossier, puis quand vient le temps des séances d'instruction, où l'affaire est exposée, discutée, approfondie, le rapporteur public ne siège pas comme un spectateur silencieux.
La doctrine la plus autorisée le rappelle, il intervient, il critique, il oriente, faisant entendre son avis sur les projets de décision proposés par le rapporteur. Ainsi, bien avant le délibéré, il pénètre déjà le cœur même de la décision. Ce n'est qu'à l'audience que son chemin semble se distinguer de celui de ses collègues alors qu'il expose publiquement sa lecture du litige. Mais croire que cette parole serait sans portée relèverait d'une naïveté presque feinte. Le président Audin soulignait l'influence considérable que peut exercer le rapporteur public sur l'issue du litige. Dès lors, la frontière que l'on voudrait dresser entre l'instruction et le délibéré n'est qu'une séparation de façade. Car la décision ne naît pas soudainement dans le huis clos du délibéré. Elle se construit en amont, dans les échanges, dans les analyses, dans cette œuvre collective à laquelle le rapporteur public prend pleinement part. Le réduire à un simple consultant extérieur serait méconnaître la véritable nature de son office et détacher la décision de l'une de ses consciences les plus influentes. Dès lors qu'il participe à la composition de la décision, comment pourrait-on exiger de lui qu'il en apprécie ensuite la régularité ? Le compositeur, fasciné par son œuvre, ne saurait laisser place aux critiques. L'impossible critique. Source de légitimité de la justice, l'impartialité commande au juge de n'avoir ni parti pris réel ou apparent, ni volonté de favoriser l'une des parties plutôt que l'autre. Bien avant que les textes ne la consacrent, vous l'avez élevée au rang des principes généraux du droit applicables aux rapporteurs publics. Mais l'impartialité ne se résume pas à l'absence de préférences intimes, d'amitié secrète, d'hostilité dissimulée. Elle se mesure aussi dans le regard des autres. La présidente Hubac le rappelait, il s'agit de s'assurer que même en l'absence de la moindre preuve de partialité personnelle, la personne en cause, vue de l'extérieur, ne puisse être soupçonnée d'un manque d'objectivité. Or, comment dissiper tout soupçon lorsqu'un même rapporteur public est conduit à apprécier la régularité d'une décision à l'élaboration de laquelle il a lui-même pris part ? Qu'on soit pur ou impur, petit ou grand, il y a toujours vanité, vanité puérile et malheureuse à entreprendre sa propre justification. Sans attribuer au rapporteur public la sévérité des mots de George Sand sur les confessions de Rousseau, qui peut prétendre conserver assez de distance, assez de recul sur ses propres convictions publiquement exposées pour reconnaître aisément l'erreur de son propre jugement ? Il fallut pas moins de 10 plaies au pharaon pour ébranler une certitude devenue décision. Car en appel, il pourrait revenir au rapporteur public d'apprécier que la juridiction à laquelle il appartenait n'a pas méconnu sa compétence, n'a pas statué sur une requête irrecevable, n'a pas suivi à tort la thèse qu'il aurait lui-même soutenue. Plus troublant encore, il pourrait être conduit à apprécier la régularité du prononcé de ses propres conclusions, de s'assurer que les parties ont eu connaissance de leur sens à temps ou qu'elles furent informées d'une modification de sa position avant l'audience. Disons-le clairement, le rapporteur public deviendrait le juge de sa propre erreur. Or, nul ne peut exercer un contrôle impartial sur une œuvre à laquelle il a personnellement participé. L'on ne saurait être à la fois la plume d'une décision et le censeur de son écriture. C'est précisément pour cette raison que vous interdisez déjà à un magistrat ayant siégé dans une formation de jugement de connaître ensuite de l'appel formé contre cette même décision. Or, au regard de son rôle déterminant sur l'élaboration du jugement, le rapporteur public ne saurait connaître un autre destin. Ce que le droit refuse déjà au juge du délibéré, l'impartialité l'interdit tout autant au rapporteur public. L'irrégularité ne s'arrête pas là. Elle tient aussi à la répétition d'une analyse déjà formulée. Car l'appel n'est pas la simple reprise d'un premier mouvement. Il exige un regard renouvelé. Et lorsque la même voix reprend le même thème, surgissent les dissonances de la reprise. Quand la conviction d'hier menace d'entraver le doute nécessaire, la partition se trouve entachée d'un écho monotone d'une part. En outre, la persistance d'une même voix prive les parties de toute la richesse que leur garantit pourtant la procédure devant le juge administratif. C'est la gamme incomplète d'autre part. L'écho monotone. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage.
Les vers de Boileau disent peut-être mieux que les textes l'intérêt de l'appel. Non la répétition mécanique d'un premier jugement, mais l'exigence d'un regard renouvelé, le temps accordé à la justice pour parvenir au meilleur ouvrage. Car l'appel ne se réduit pas au contrôle de la régularité d'une décision. Par son effet dévolutif, il commande que le litige soit rejugé, non revu distraitement, non confirmé par habitude, mais repensé pleinement. Et cette seconde lecture n'a de sens que si celui qui juge encore n'a pas déjà cessé de douter. Or, revoir une affaire déjà rencontrée, sur laquelle l'esprit s'est forgé une première opinion, ayant conduit à une prise de position formelle, c'est le risque de préjuger de son issue avant même d'avoir écouté. Et lorsque le doute disparaît, c'est l'impartialité qui vacille. Conscient de ce péril, vous refusez qu'un rapporteur public conclue sur une affaire dont il a connu les prémices dans sa phase administrative. Ainsi, ne peut espérer conclure sur le destin d'un étranger celui qui fut membre de la commission se prononçant sur son expulsion. Il est également exclu que celui qui jadis pesait une demande de décharge au sein d'une commission fiscale revienne en juger une fois la requête déposée. Or, le rapporteur public, lorsqu'il conclut, ordonne les faits, pèse les arguments, et peu à peu de cet examen naît une conviction qu'il expose publiquement. Comment lui demander alors d'entendre en appel ce qu'il a déjà analysé, de découvrir ce qu'il a déjà compris, de douter encore de ce qu'il a déjà défendu? De sa première intervention naît nécessairement un préjugement. Le risque est alors grand que l'impartialité cède à la confirmation d'une certitude ancienne qui ne manquera pas d'entacher l'arrêt à venir au regard du rôle de compositeur du rapporteur public. La défense ne manquera sans doute pas de faire valoir que ce préjugement n'aurait pas d'incidence sur la régularité de la procédure d'appel dans la mesure où le rapporteur public n'est pas de ceux qui délibèrent. Vous constaterez qu'à tout le moins, le préjugement du rapporteur public prive les parties d'une garantie fondamentale. La gamme incomplète. La raison d'être du rapporteur public est de proposer aux magistrats délibérants un regard supplémentaire sur l'issue du litige afin que de la confrontation des analyses naissent des décisions plus justes. Car la justice administrative ne procède pas de la solitude d'une pensée unique. Elle avance par le dialogue des intelligences, par ces regards qui se croisent, se corrigent, se répondent, jusqu'à éclairer pleinement la question de droit. Les présidents Staël et Chauveau l'écrivaient, l'intervention du rapporteur public diminue fortement le risque que soit adoptée une solution erronée. C'est pourquoi vous avez vous-même reconnu que les dispositions du Code de justice administrative assurant l'intervention du rapporteur public relèvent des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Mais que reste-t-il dans cette garantie lorsqu'un même rapporteur public intervient une seconde fois dans un même litige? Comment le rapporteur public pourrait-il encore offrir à la Cour un regard neuf lorsqu'il retrouve une affaire dont il connaît déjà les détours, les arguments et parfois même l'issue qu'il avait lui-même appelée de ses conclusions? Le risque est alors grand que cette seconde intervention n'enrichisse plus le débat, mais le referme. Enfin, il est une autre fonction du rapporteur public qu'il convient de ne pas négliger, sa vertu pédagogique. Vous jugez que les conclusions du rapporteur public permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu'en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration. Car même lorsque les conclusions cultivent l'art délicat de l'économie des mots, énonçant qu'un moyen ne retiendra pas la juridiction, qu'il pourra être aisément écarté, le rapporteur public offre aux parties une lecture précieuse sur leur litige, éclairant la solution retenue, suppléant parfois les silences de la décision rendue. Il est dès lors permis de s'interroger sur l'intérêt pédagogique pour une partie, à voir s'expliquer à 2 reprises, par la même voix, par les mêmes mots, la solution de son litige. Les conclusions cessent alors d'éclairer, elles ne font que répéter. Et vous ne sauriez demeurer indifférent à la qualité de l'accès au droit, ni à cette exigence fondamentale que la justice soit non seulement rendue, mais encore comprise. Au sujet d'une dame qui s'écria au fou après avoir entendu son œuvre, Ravel affirma « Celle-là, elle a compris ». L'étrange fascination derrière cette répétition incantatoire résulte de la variation perpétuelle de l'instrumentation et de l'orchestration. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, en justice comme en musique, la reprise exige de la nuance. Si le jugement demeure, son critique ne saurait être son compositeur. Si le litige persiste, son juge ne saurait rejouer une mélodie qu'il connaît déjà.
vous conclurez à l'irrégularité de la procédure et rendrez à l'appel son indispensable harmonie. Vous annulerez.